J'ai maintenant l'honneur de passer la parole à M. Kamel Morjane, ancien ministre des Affaires étrangères de la Tunisie et de la Défense et président du parti de l'opposition L'Initiative. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir et un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui dans ce colloque. Et permettez-moi au début de remercier les organisateurs et particulièrement mon ami M. Mazir Haddad. Premièrement pour leur aimable invitation et évidemment pour tout ce qu'ils font pour encourager à la fois les Tunisiens, mais même des amis d'autres pays, à réfléchir à notre situation aujourd'hui. Je n'ai que 15 minutes selon le programme, donc je vais essayer d'être bref. Et peut-être la meilleure façon, ça serait de lire le texte que j'ai préparé. Je dois commencer par dire que le temps qui m'est donné est de 15 minutes, mais j'espère pouvoir respecter cela pour vous parler du sujet qu'on m'a demandé de traiter. C'est le bilan de la politique étrangère d'Obama et son impact sur le monde arabe. Attendez, je vais voir où je dois commencer pour essayer de... Bon, de toute façon, on va traiter de quelqu'un qui a connu, qui a suscité, au début, beaucoup de sympathie des Américains et du monde entier. Non pas seulement parce qu'il est le premier président américain noir, donc pour sa couleur, mais pour sa jeunesse aussi, pour le contexte international compliqué et difficile qu'il a trouvé avec surtout la guerre en Irak et en Afghanistan, et la crise qui continuait au Moyen-Orient. C'est certainement cette sympathie rare qui a poussé le comité de prix Nobel, comme vient de le mentionner Monsieur le Premier ministre, qui lui a accordé le prix Nobel moins de 9 mois après son élection ou sa prise de pouvoir plutôt. Cela est certainement dû aussi à la politique d'interventionnisme militaire de son précédent, George Bush, qui a suscité beaucoup de sentiments anti-américains à l'époque. Pour résumer le passage d'Obama à la Maison-Blanche, on peut dire qu'il a réussi à un niveau appréciable à redresser l'image des États-Unis dans le monde et à redonner un minimum de confiance à leurs amis, surtout en Europe, en Afrique et en Asie. Pour le monde arabe, il n'y a pas de doute qu'Obama, après un début qui a laissé présager d'un intérêt particulier pour la région, surtout en comparaison avec l'Europe, on a vécu par la suite une situation contraire. Contraire parce que, avec la présence plus affirmée des Européens, une absence presque totale des États-Unis. Certains observateurs de la région expliquent ce désintérêt de l'ex-président par le refus des États arabes d'adopter les valeurs occidentales comme la démocratie et le droit de l'homme. Bon, c'est un journal très connu, un journal de Londres, un journal arabe de Londres, Al-Hayat. Et donc je cite exactement ce que le journal Al-Hayat a écrit le 9 septembre 2016. Je dois ajouter ici une remarque personnelle, même si elle est de forme. On ne peut pas parler de politique internationale en ce qui concerne le monde arabe sans tenir compte de ses voisins, à savoir l'Afrique
subsaharienne et ceux du Moyen-Orient, et surtout l'Iran et la Turquie. Le problème du Moyen-Orient, auquel Obama a accordé une priorité en désignant George Mitchell, une personnalité connue et expérimentée, qui est considéré à l'origine du règlement du conflit irlandais, en tant qu'envoyé spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient. Ce dernier a préféré malheureusement se retirer face à la dure pression israélienne. Le nouveau secrétaire d'État John Kerry, désigné en 2013, qui s'est engagé à fond dans un grand effort avec ce qui était connu comme la diplomatie de la navette, a connu le même sort en 2015. Obama a alors oublié totalement le conflit du Moyen-Orient jusqu'à la fin de son mandat au début de cette année. Contrairement à son prédécesseur, Obama a opté pour une séparation dans les relations avec les pays arabes et musulmans entre le Maghreb et le Mashrek, alors que son prédécesseur a lancé l'idée du Grand Moyen-Orient, the Great Middle East, et qui comprenait 25 pays allant de la Mauritanie au Pakistan. Lors de son premier mandat, il a accordé beaucoup d'intérêt aux domaines économiques et sociaux, avec notamment un plan de relance économique, le renouvellement d'autorisation des assurances chômage et les créations d'emplois, ainsi que les réformes dans le domaine de la santé. Sur le plan international, il retire les troupes américaines de l'Irak et augmente celles qui sont en Afghanistan, et signe un traité de contrôle des armements avec la Russie et commande l'opération d'assassinat de Ben Laden le 1er mai 2011. Obama a été élu principalement sur les promesses qu'il a faites aux Américains de retirer les troupes du Moyen-Orient. Lorsqu'on pense au monde arabe, on se réfère en fait au Moyen-Orient, du moins jusqu'aux développements qui ont marqué l'année 2011 en Tunisie, en Libye et en Égypte. Les relations exceptionnelles qui ont toujours lié les États-Unis et Israël ne pouvaient pas être oubliées par Obama et ses conseillers. À mon avis, avec toutes les bonnes intentions qu'il avait, il a compris, ou plutôt on lui a fait comprendre, qu'il y avait une barrière qu'il ne pouvait pas dépasser quand il s'agit des pressions qu'il pouvait exercer sur Israël et sur les concessions qu'il pouvait lui demander. En fait, après avoir suscité des rêves, il est revenu à la réelle politique et le secrétaire d'État John Kerry a tout essayé en 2013-2014 pour trouver un arrangement bilatéral. Certains observateurs disent que lorsqu'il a pensé donner publiquement les raisons de son échec, Kerry a été empêché par Obama, qui voulait ménager Israël pour ne pas compromettre les négociations sur l'accord relatif au nucléaire iranien. Ces relations avec le Maghreb, je dois dire avec beaucoup de bon sens, de prudence et de réalisme, Obama a réussi à ménager les susceptibilités, surtout entre l'Algérie et le Maroc. Obama a effectué un grand changement dans la position des États-Unis vis-à-vis du Maghreb en le considérant comme une entité politique par rapport au Grand Moyen-Orient de George Bush. Ce n'est pas par hasard que le secrétaire d'État, Mme Clinton, a proposé dès sa prise de fonction un sommet à ses trois homologues algériens, marocains et tunisiens. Sur ça, je dois dire qu'il y a un avis mitigé sur Obama. Le prix Nobel de la paix a ordonné le bombardement de 7 pays musulmans, dont 5 pays arabes. L'Irak, la Libye, la Syrie, le Yémen, la Somalie, l'Afghanistan et le Pakistan. Donc les 5 membres de la Ligue arabe. Il a suscité beaucoup d'espoir au début. Mais surtout après certains de ses discours, surtout celui du Caire du 4 juin 2009 à l'université, je pense spécialement à ce discours-là, mais après on a réalisé qu'il y avait plein de contradictions dans ses positions.
Quand il était sénateur, il a voté contre l'intervention de Bush en Irak. Mais en tant que président, il a pris la même décision lorsqu'il s'est agi plus tard de la Libye. Il faut avouer que l'héritage d'Obama dans le domaine des relations internationales est vu par la majorité des experts et observateurs comme médiocre, surtout en ce qui concerne le monde arabe. Par contre, et surtout lorsqu'on compare avec d'autres régions, c'est vrai qu'ils s'en étaient peut-être occupés mieux que ces positions en ce qui concerne notre région. Je pense particulièrement au rétablissement des relations avec Cuba et avec l'Iran. Obama a fait des guerres qu'on peut qualifier comme camouflées par intermédiaires interposés aux proxy, ce qu'on appelle en anglais proxy wars, qui lui ont permis de manœuvrer en sous-main dans tout le Moyen-Orient. La fin d'une stratégie de protection gratuite des pays dits alliés, ce qui implique que ces pays soient vite appelés à contribuer financièrement au coût énorme du maintien du parapluie américain. Le soutien à ce qu'on a appelé le printemps arabe a eu comme résultat en fait 3 guerres et la démolition de 3 pays. Je pense évidemment à ces 3 pays-là qui restent, d'ailleurs tout cela est tellement clair et la position là aussi d'Obama, il est clair qu'il était derrière tout cela. L'élection d'Obama à la tête des États-Unis a suscité, comme j'ai dit, au départ beaucoup d'espoir de voir cette grande puissance œuvrer pour la paix mondiale et pour le respect de tous les États. Lors de son fameux discours à l'Université du Caire, le 4 juin 2009, il a déclaré ce qui suit. Je m'excuse, je le lis en anglais. I know there has been controversy about the promotion of democracy in recent years, and much of this controversy is not connected to the war in Iraq. So let me be clear, no system of government can or should be imposed on one nation by any other. Donc, il a disons, fini en disant, laissez-moi dire clairement qu'aucun système de gouvernement ne peut ou ne doit être imposé à aucune nation, à aucun pays, par un autre. Obama a basé toutes ses positions relatives à la politique internationale sur la critique des positions prises par Bush. Il a souvent indiqué qu'il rejetait l'usage de la force pour imposer la démocratie, mais ne l'exclut pas en cas de génocide et de ce qu'on appelle le ethnic cleansing, anti-cleansing, donc nettoyage humain, à condition que la base d'un soutien international existe. Comparé à la politique de Bush, nous trouvons certaines similitudes entre les deux. La politique antiterrorisme avec les tribunaux militaires, les attaques par les drones et la prison de Guantanamo Bay. Par contre, ils divergent sur la question de l'engagement américain dans la recherche d'une solution globale aux problèmes du Moyen-Orient. L'administration Obama n'a pas cherché une solution et ne s'est pas engagé pleinement pour avoir une présence à long terme en Irak. Son hésitation de s'engager militairement en Libye et l'abandon hâtif de Moubarak a nui à la crédibilité des États-Unis dans la région. La Tunisie ne peut pas être comparée à l'Égypte dans ce cas. Une nouvelle doctrine américaine a vu le jour, du leadership from behind, adopté pendant la guerre en Libye et a été suivi donc en quelque sorte le leadership de derrière, donc caché en quelque sorte. Donc elle a été adoptée et suivie en Syrie et en Irak. Elle a consisté à l'appel aux Européens et aux Arabes de s'engager directement en Irak et en Syrie. Plus, les résultats n'étaient pas au niveau des attentes américaines dans la guerre contre l'État islamique. Pour conclure, une certitude demeure.
du moins à mon avis. L'après-Obama ne sera pas différent du passé. Les États-Unis continueront à s'intéresser particulièrement et tout naturellement à la partie orientale du monde arabe. Le conflit israélo-palestinien, la situation en Syrie et à calmer le jeu entre l'Iran et l'Arabie saoudite pour éviter toute confrontation entre ces deux puissances régionales qui pourraient toucher les intérêts américains dans les pays du Golfe. Le drame du monde arabe n'est pas de savoir ce que veulent les puissances étrangères, surtout les États-Unis et leurs présidents successifs, mais ce que veulent les Arabes eux-mêmes, pour qu'ils puissent l'imposer à M. Obama et aux autres. Un autre homme d'État américain, Henry Kissinger, disait « Quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins mènent nulle part ». Merci de votre attention.